Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Coup de tonnerre politique, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le résultat des élections départementales pour le canton de Sarralbe, car les deux élus, Sonia Cristinelli-Frébeuf et Romuald Yayaoui, ont déposé leur compte de campagne hors délai. Les deux élus ont décidé de faire appel. Les 12 meilleurs apprentis mosellans étaient en compétition à Sarreguemines dans les catégories art de la cuisine et service en salle. Organisé par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le concours s'est déroulé sous les yeux du chef Michel Roth. Multiples chantiers en cours à Putelange, la digue de l'étang de Diefenbach, la mairie ou encore le pôle médical. La commune a enclenché de nombreux travaux de rénovation qui ont tous bénéficié de subventions locales. Une nouvelle jeunesse pour la mosaïque de l'église Saint-Louis. Le conseil de fabrique de Saint-Louis-les-Bitches a fait appel à Uli Trefser, maître sculpteur tailleur de pierre. Pendant une dizaine de jours, elle a restauré des parties de la mosaïque qui auraient plus de 120 ans. On reviendra aussi sur les temps forts qui ont marqué les hôpitaux de Sarreguemines et de Bitche à travers les yeux de celui qui les a dirigés depuis 2009, Jean-Claude Kneib. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. On fera le point tout à l'heure. Dans cette émission, on s'intéressera aussi au plâtre et sans doute sous sa forme la moins connue, l'écriture. Depuis quand écrit-on le plâtre? Quelles sont les variantes? Enquête auprès des spécialistes de la question. On commence cette émission par de la politique, direction le canton de Sarralbe où le résultat des dernières élections départementales a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg. L'année dernière, ce sont Sonia Cristinelli-Frébeuf, actuelle maire de Vouswiller et vice-présidente de la Casque, et Romuald Yayaoui, maire de Hélimer, qui ont été élus. En cause de cette annulation, le binôme vainqueur a livré son dépôt de compte hors délai. On fait le point dans ce reportage de Christelle Reviaco. C'est un délit purement administratif qui pourrait annuler les élections départementales dans le canton de Sarralbe. Les deux élus Sonia Cristinelli-Frébeuf et Romuald Yayaoui ont déposé hors délai leur compte de campagne. Il a été envoyé le 28 septembre alors que la date butoir était le 17 septembre 2021 à 18h, soit un retard d'une dizaine de jours. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Strasbourg le 4 mars dernier suite à ce retard. Dans le document officiel, on peut lire que l'avocat soutient que le retard du dépôt de compte n'était pas voulu de la part de Sonia Cristinelli-Frébeuf. Il vient d'un oubli lié à sa charge de travail en qualité de maire de la commune de Vouswiller et de vice-président de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence, et souligne que le compte de campagne ne fait pas apparaître d'autres irrégularités. Les deux candidats ont décidé de faire appel auprès du Conseil d'État. Pour le moment, ils gardent leur fonction au Conseil départemental. Sonia Cristinelli-Frébeuf est deuxième vice-président délégué à l'autonomie et au handicap. Et Romuald Yayaoui est président de la 4e commission dédiée entre autres à l'aménagement du territoire. Le tribunal administratif a décidé que les deux candidats sont déclarés inéligibles pour une durée de 12 mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif. Et sont déclarés démissionnaires d'office de leur mandat de membre du conseil départemental de la Moselle pour le canton de Sarralbe au moment où le jugement prendra effet. Pour rappel, ils avaient gagné les dernières élections départementales en juin 2021 avec 60% des suffrages dans le canton de Sarralbe. Nous les avons contactés mais ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. On connaît désormais le nom des deux meilleurs apprentis de Moselle en art de la cuisine et art du service en salle. Le concours organisé par l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, s'est déroulé hier au sein de l'UFA Michel Roth à Sarreguemines. Plusieurs épreuves les attendaient. Marie-Morgane Pires les a suivies tout au long du concours. La pression est grande et se ressent aux quatre coins de l'UFA Michel Roth. 12 apprentis participent au concours Charles Hermann. L'objectif pour eux, se démarquer pour devenir le meilleur apprenti de Moselle. Ici, on retrouve les meilleurs élèves des établissements de Sarreguemines, de Metz et de Sarrebourg. Ils ont été sélectionnés en amont par leurs enseignants pour participer à ce concours exigeant. Dans un premier temps, on a fait appel aux volontaires au sein de la classe de CAP deuxième année. Donc ils étaient 4 à vouloir concourir pour l'épreuve de cuisine. Donc on a organisé une petite sélection interne. 2 sections étaient représentées. D'un côté en cuisine pour les spécialistes de la restauration. Les apprentis ont 2 plats à préparer. L'un est imposé, la quiche lorraine, l'autre est un plat libre sur le thème la truite de rivière. Quand on va au restaurant, c'est quand même pour manger.
Donc il faut que ce soit bon, il faut aussi que ce soit joliment dressé, mais après sur toute la partie de la matinée, il y a, on va noter la technique, est-ce qu'il lève correctement, lui par exemple ses filets de truite, est-ce qu'il récupère bien toute la chair sur l'arête, est-ce qu'il respecte la marche en avant, c'est-à-dire il travaille proprement, est-ce qu'il respecte le développement durable, c'est-à-dire ne pas laisser le feu allumé pour rien, etc., etc. Donc des tas de critères comme ça qui permettent d'établir un classement encore en nombre de points. Direction une autre pièce pour suivre l'une des épreuves de la section service en salle. Ici, les apprentis doivent réaliser une mayonnaise et effectuer la découpe d'un jambon. Ce qui va faire la différence, ce sera évidemment la découpe du jambon au niveau de l'épaisseur des tranches, de la quantité servie. C'est principalement ça. Après les connaissances évidemment sur les produits qu'ils vont pouvoir apporter. Et concernant la mayonnaise, forcément qu'elle soit bien prise, non pas trop fluide. En parallèle, ils sont aussi jugés sur la réalisation d'un cocktail imposé, sur le dressage de leur table et sur le service aux clients. À midi, ces derniers sont installés en salle et au même moment, le jury passe à la dégustation des premiers plats. Le président d'honneur est cette année le chef Michel Roth. Il a lui-même remporté ce concours lorsqu'il passait son apprentissage à Sarreguemines. Il y a un classement, mais franchement, moi je suis fier et je crois que le jury aujourd'hui a trouvé aussi que le niveau était vraiment très très bon et c'est de bon augure parce que ça veut dire que voilà, quand on sait que dans ce métier c'est pas facile, mais qu'on a des jeunes qui ont envie, qui sont motivés, qui ont envie de faire bien, bon, de donner du plaisir. Et voilà, c'est des futurs chefs, j'espère pour eux, parce qu'en tout cas ils sont sur la route. Et je souhaite au premier, au deuxième, au troisième et les autres beaucoup de bonheur. Les épreuves achevées, il est temps de passer aux résultats tant attendus. Du côté de la section cuisine, c'est Shakil Mia qui remporte le premier prix. Originaire du Bangladesh, il suit sa formation à l'UFA de Sarrebourg et effectue son apprentissage à la Maison Matisse de la même commune. Je suis vraiment heureux d'avoir gagné. J'aimerais continuer comme ça parce qu'un jour, j'espère pouvoir ouvrir un restaurant. Pour la section du service en salle, c'est Lucas Moch qui décroche la meilleure note. Il est issu de l'UFA de Sarreguemines et est apprenti à l'hôtel-restaurant aux Trois Roses à la Petite Pierre. Une très grande fierté pour moi de remporter un concours comme ça. J'ai fait déjà un concours la semaine dernière qui m'avait préparé à faire celui-ci. Donc je savais à quoi m'attendre et ça s'est bien passé. Pour tous les participants, ce concours est une belle ligne à ajouter sur leur CV, preuve de leur détermination et leur engagement pour leur métier. Presque 3 300 €, c'est le montant du chèque signé par la directrice de Cora Sarreguemines au profit de la Ligue contre le cancer de Moselle. Un montant récolté auprès des clients de l'enseigne grâce au système de l'arrondi en caisse. C'est ce qui est proposé lors de tout paiement par carte bancaire ou carte Cora, soit 70% de la clientèle. Quelques centimes de plus pour soutenir la cause du moment. Et la clientèle locale est généreuse. Cora Sarreguemines serait toujours parmi les 15 premiers Cora au niveau national. Au fil de l'année, les causes se succèdent, choisies par le groupe. Une fois par an, chaque magasin Cora peut choisir sa cause locale. Sarreguemines a choisi la Ligue contre le cancer de Moselle, une évidence pour la directrice dont 3 collaborateurs sont actuellement touchés par cette maladie. La remise officielle du chèque à la présidente et au trésorier de la Ligue contre le cancer de Moselle a eu lieu hier. Une autre opération se prépare déjà, l'organisation d'un dîner préparé par un chef étoilé afin de récolter des fonds contre le cancer à l'occasion d'Octobre Rose. Passons maintenant à Putelange pour visiter les chantiers. Ils sont nombreux dans la commune. Le sous-préfet de l'arrondissement en a fait le tour hier. L'occasion de faire le point sur ces chantiers en cours ou à venir et de rappeler les différentes subventions allouées pour les mener à bien. Au programme, la nouvelle mairie, la digue de l'étang de Diefenbach et le pôle médical. Reportage d'Uranie Tozik. Vidé depuis plus de 2 ans, l'étang de Diefenbach va enfin changer de visage. Après une longue phase d'études, des travaux de confortement de la digue devraient s'enclencher en juin. Donc, il y a un nouveau parapet en béton qui va être construit tout le long de la digue avec une forme particulière anti-vague. Donc, tout le chemin au-dessus de la digue sera également refait. Il y aura des travaux d'étanchéité qui seront faits sur le béton existant.
La sécurité du site sera retrouvée, mais aussi l'aspect touristique, car le lieu est très prisé par les pêcheurs, les promeneurs et les campeurs. L'arrêt de l'activité a déclenché un manque à gagner pour la commune. Donc oui, on a hâte que les choses se fassent et qu'on retrouve ce plan d'eau qui est le plus important de la ligne Maginot-Aquatique, puisqu'il fait 75 hectares de plan d'eau. Voilà, donc tout le monde s'en satisfera. On a bon espoir maintenant d'avoir l'investisseur qui nous permettra de dynamiser et de redéployer l'activité touristique. C'est un chantier de 2 millions d'euros avec 700 000 euros de subventions locales. La fin des travaux est prévue en septembre. Il faudra ensuite attendre près de 2 ans pour que l'étang se remplisse à nouveau de manière naturelle. Mais pas besoin d'attendre autant pour remplir le dernier bâtiment du pôle médical prévu dans l'ancienne résidence senior de la commune qui avait été désaffectée car plus aux normes. Ça conforte l'offre déjà existante puisque vous avez juste au droit de cette maison un cabinet privé de 4 médecins, 2 autres qui sont situés à 50 mètres et l'EHPAD juste à l'arrière. Donc la volonté, c'est de créer un pôle médical à un seul endroit dans la ville. Cette rénovation de 6 à 9 mois permettra d'accueillir 6 professionnels médicaux et paramédicaux différents, dont la moitié a déjà été trouvée. Orthophonistes, infirmiers, libéral, ostéopathes, médecins, spécialistes. On fait un appel à tous les spécialistes qui nous écoutent et qui voudraient bien prendre contact avec moi. C'est un projet de 700 000 euros financé par un emprunt et par l'État à hauteur de 160 000 euros. Le bâtiment sera ensuite loué, la commune en sera bénéficiaire. Un peu plus loin, c'est le bâtiment de la mairie qui fait également peau neuve pour être mis aux normes pour l'accès des personnes à mobilité réduite, entre autres. Un ascenseur y a été installé pour 79 000 euros. C'est 2 fois plus cher qu'un ascenseur classique parce qu'il a des normes spéciales pour les personnes handicapées. Il y a eu 30% de subventions. Ces travaux doivent donner un coup de jeune au bâtiment, très bien situé dans la commune, mais aussi permettre d'accueillir de nouvelles activités. La porte qui est là, elle va être ouverte et va rejoindre les locaux de la DGFiP, puisque la DGFiP lui donne au mur, un tiers permanence pour les élus locaux et pour la population. Donc faire ce mur-là, il y en a de l'autre côté. Avec le côté Maison France Service. Avec le Maison France Service qui sera dédié sur cette partie-là. La Maison France Service était d'ailleurs un élément essentiel pour obtenir des subventions qui, ici, s'élèvent à 359 000 euros pour un projet global à hauteur de 912 000. Et cette visite des chantiers a également mis en lumière l'épicerie solidaire de la commune. Elle doit permettre la distribution de denrées et proposer des ateliers couture ou encore cuisine aux familles les plus démunies du secteur. Parmi les autres projets, il y a également de nouveaux logements construits dans un ancien bâti réhabilité par un investisseur privé. D'ailleurs, la grange attenante sera bientôt détruite et pourrait laisser place à un marché couvert. Côté culture, une nouvelle exposition a pris place dans la galerie Beach & Art. Vous pouvez y découvrir une vingtaine d'œuvres de Johanna Lagrave, alias Poumin Love. Des séries de peintures colorées sur le thème de la femme, des animaux et de la nature. Certaines œuvres dévoilent une partie plus spirituelle du travail de Poumin Love. L'exposition sera visible jusqu'au 2 juillet. Elle est accessible gratuitement du mercredi au samedi de 14h à 18h. Et notez déjà qu'une rencontre entre l'artiste et le public se tiendra au mois de juin. C'était un travail de haute précision à Saint-Louis-les-Bitches. La mosaïque autour de l'hôtel de l'église Saint-Louis vient d'être restaurée. C'est le sculpteur et tailleur de pierre Uli Trefser qui a été missionné pour cette restauration. Retour sur le chantier avec Thibaut Desmerlet. Le bruit de la pierre fait écho dans l'église Saint-Louis. Accroupi au sol, Uli Trefser prend soin d'une mosaïque vieillie de plus de 120 ans. Cela fait plus de 28 ans qu'elle travaille la pierre. Le conseil de fabrique a fait appel à elle pour une restauration. Le sol était endommagé. Le sol était bien abîmé, il y a eu vraiment des trous parce que le sol s'est levé. Alors j'ai enlevé les parties plus graves, j'ai enlevé. Après j'ai fait une préparation de sol comme une sorte de chape. Puis elle reconstitue les parties manquantes. Chaque cube a été préalablement coupé dans son atelier. Faire ce type de puzzle demande de la précision. Respecter les couleurs est aussi important, mais certaines pierres se font rares, il faut donc s'adapter.
Il y a quelques pierres que j'ai pas trouvées. Alors le gris et la couleur verte, c'est pas tout à fait la même pierre, mais ça c'est aussi parce qu'il y a alors 120 ans depuis ils ont fait ce mosaïque et il y a quelques pierres qui n'existent plus, que les carrières ne donnent plus la pierre. Il ne manque plus que les dernières retouches. Un joint en silicone a été posé tout autour et un produit est appliqué pour conserver la matière, mais aussi pour vivifier les couleurs du granit, du marbre blanc ou encore de la pierre calcaire. 10 jours de travail ont été nécessaires pour restaurer ce morceau du patrimoine. Et pour l'heure, il est temps de donner la parole à notre invité du jour. Alors Jean-Claude Kneip, ça doit vous faire bizarre si je formule ça comme ça, mais on va revenir sur une époque qui fait désormais partie de votre passé. Vous avez dirigé les hôpitaux de Sarreguemines et de Bitche ainsi que l'EHPAD de Putelange de juillet 2009 jusqu'à il y a quelques jours. S'il y avait une seule chose à retenir pour vous, ce serait quoi? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette période? Une seule chose, c'est compliqué à définir. Je dirais la capacité de mobilisation, la capacité de porter des projets de l'hôpital est tout à fait remarquable, aussi bien pour l'hôpital général que pour le CHS. Alors ça, c'est une spécificité ici, à vos yeux. La spécificité sans doute de cette période à l'échelle internationale, ça a été le Covid. Vous, en tant que directeur, vous l'avez vécu comment, la crise du Covid ? Comme tout le monde, c'est-à-dire comme un choc qui nous est tombé dessus tout à fait brutalement. C'était une parenthèse de 2 ans finalement dans le fonctionnement normal de l'hôpital. Je pense pouvoir dire que nous avons géré les situations et les patients dans les meilleures conditions possibles, sans que l'hôpital ait eu trop à souffrir, même s'il y a eu des souffrances, effectivement, on en reparlera peut-être, mais je pense que la période Covid a été une période très particulière, avec aussi un mode de management atypique qui a pu se mettre en place, avec des initiatives qui ont pu être suivies d'effets rapidement. Donc il n'y a pas eu ces carcans administratifs qu'on a coutume d'observer dans le monde administratif en général. Donc on a pu être très libre de faire ce qu'on voulait et de prendre en charge les patients dans des délais tout à fait remarquables. Avec aussi un coup de pouce quand il le fallait. On se souvient de renforts qui sont venus de l'extérieur. On a aussi surtout l'image marquante des hélicoptères qui transfèrent des patients. Ça, c'était, je suppose, du jamais vu dans votre carrière ? C'était quasiment du jamais vu, même si bon, il y a eu d'autres événements dans ma carrière il y a longtemps. Mais effectivement, nous avons dû transférer des patients à la fois sur l'Allemagne, dans d'autres régions, mais aussi sur Metz et Strasbourg, par exemple. Heureusement que nous avions d'ailleurs une coordination qui a bien fonctionné, à la fois localement sur la Moselle-Est, et une coordination également départementale qui nous ont permis, ces 2 coordinations nous ont permis justement d'organiser les choses afin que les patients ne soient jamais privés de soins ou de chance finalement d'être bien soignés. Et même en temps normal, c'est-à-dire hors période Covid, je crois que l'éternel problème, mais quelque part chez nous comme ailleurs, c'est le manque de personnel, les difficultés à recruter, la grogne chez ceux qui sont là, le mécontentement, le sentiment de ne pas être reconnu à leur juste valeur. Est-ce qu'il y a une solution ? Parmi les choses qui m'ont marqué, effectivement, c'est cet aspect-là, c'est ce côté marasme au niveau des ressources humaines, cette tension ressources humaines qu'on connaît depuis quelques années, qui n'est pas liée seulement à l'épidémie, mais qui s'est aggravée à cette occasion. Et aujourd'hui, les questions de démographie des métiers du soin en général, hein, il n'y a pas que les médecins, il y a tous les métiers du soin et même plus globalement les métiers hospitaliers, c'est une problématique forte dont il faudra qu'on en sorte parce que finalement, l'hôpital ne peut pas continuer de fonctionner de cette manière-là. À Sarreguemines, nous avons des postes vacants. On a une relative bonne attractivité parce qu'on arrive à recruter des professionnels. Malgré tout, le bilan de tout cela, c'est qu'il nous reste des postes à pourvoir et des difficultés toujours à trouver des nouveaux professionnels. Vous évoquiez tout à l'heure, en parlant de la période Covid, le fait que ça avait quelque part permis de lever un peu certains carcans. Il y en a d'autres qui existent, il y en a d'autres qui peuvent parfois être utiles. Moi, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur le groupement de territoire. Pour vous, c'est une réussite ou un échec ? C'est une très bonne question. Je dirais que c'est ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre. C'est-à-dire que c'est une réussite parce que finalement, ça nous a été imposé comme une obligation de mettre en place justement une organisation territoriale sur la Moselle-Est entre les hôpitaux publics. Je précise que le privé n'était pas dans le premier cercle de cette collaboration. Nous avons rapidement mis en place des organes de gouvernance qui fonctionnent toujours.
Mais en revanche, les projets, c'est-à-dire les projets médicaux transversaux, eux ont moins bien abouti, ont moins bien prospéré, même s'il y a quelques réussites là aussi. Donc c'est une demi-réussite, disons. Alors que ce soit l'hôpital Robert Pax ou le CHS, on a l'impression qu'il y a toujours des chantiers en cours. Est-ce que c'est important d'investir en continu ? L'hôpital est un chantier permanent, je résume ma pensée, c'est un chantier permanent où il se passe toujours... Un hôpital qui n'avance pas recule, c'est-à-dire on doit être dans l'action pour le patient, l'action pour les conditions de travail, l'action pour l'ensemble des personnels. Donc des chantiers, il y en a parce qu'il faut qu'on avance. Les projets qui correspondent à l'évolution des techniques médicales, renouveler par exemple les équipements médicaux, adjoindre à la médecine nucléaire comme cela a été fait l'année dernière à la fin de l'année 2020, et encore d'autres projets à venir. Pour vous, justement, au niveau de l'avenir, alors pas forcément spécifiquement les hôpitaux, mais la santé de manière générale, est-ce que l'avenir de l'offre de soins passe forcément par de la télémédecine ? Écoutez, la télémédecine c'est bien, mais voyez-vous, Madame Bitran, je dirais que l'essentiel reste le colloque singulier. Il y a vous et moi, on se regarde, c'est ça le colloque singulier. C'est-à-dire il faut que le médecin ait son patient devant lui, qu'il l'ait par le biais de la télémédecine, c'est pas mal, mais ça ne remplace pas ce colloque singulier qui pour moi est essentiel à la bonne marche de la médecine. Après, la télémédecine, effectivement, c'est un outil, il faut le prendre comme tel, qui va évoluer de manière considérable dans les années qui viennent, notamment avec l'intelligence artificielle qui va être un outil complémentaire d'aide au diagnostic, de manière à ce que justement le médecin ait une certaine facilité dans l'approche diagnostique d'une situation qu'on lui présente. Mais la télémédecine en est encore à ses balbutiements. Alors pour vous dire que quand même nous avançons dans ce domaine-là, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé l'année dernière par le département de la Moselle en collaboration avec l'ARS, et nous avons pu obtenir la promesse de financer un équipement de télémédecine sur l'ensemble des EHPAD d'ailleurs du territoire de Bitche. Ça a été porté par la communauté de communes du pays de Bitche, à laquelle on a pu associer l'EHPAD de Putelange. Donc nous allons équiper à la fois l'hôpital de Bitche et l'EHPAD de Putelange d'outils de télémédecine, mais qui sont des outils somme toute basiques. Qui ne sont pas des cabines à 150 ou 200 000 euros comme cela peut exister, qui sont autrement plus complexes à mettre en œuvre. Qui complète mais qui ne remplace pas l'offre de soins. Absolument. Comment vous le voyez, l'avenir des hôpitaux de Bitche et de Sarreguemines ? Écoutez, pour moi, les hôpitaux de Sarreguemines, Bitche ont un bel avenir devant eux. Il faut résoudre simplement un certain nombre de sujets. Je ne reviens pas sur la démographie médicale. Sinon, les hôpitaux sont quand même bien positionnés. Nous avons beaucoup de projets dans les tiroirs. Je pense que ces projets vont, pour l'essentiel, aboutir. L'hôpital de Bitche est véritablement un hôpital de proximité, c'est-à-dire au plus proche des patients. Il joue la fonction de soins primaires, en quelque sorte, puisque c'est le premier contact d'un patient avec l'hôpital. Et cet hôpital est parfaitement aujourd'hui coordonné avec l'hôpital Robert Pax. Donc il y a des flux de patients entre ces deux hôpitaux qui se passent tous les jours et dans de bonnes conditions pour le patient. Et vous, votre avenir, parce que je crois savoir que vous avez épuisé à peu près tous les recours possibles et imaginables pour prolonger à Sarreguemines, je crois que vous seriez bien resté. Du coup, maintenant, en attendant la désignation de votre successeur, c'est votre adjoint, Pascal Schmitt, qui assure l'intérim. Mais pour vous, la suite, vers quels nouveaux horizons professionnels allez-vous vous tourner ? Voilà, je dirais déjà qu'avec Pascal Schmitt, l'hôpital de Sarreguemines est entre de très bonnes mains. Pour ce qui me concerne, effectivement, j'aurais souhaité rester un peu plus, mais dans le métier qui est le mien, je suis en détachement sur un emploi fonctionnel, donc des mandats d'une durée déterminée, et je suis arrivé, comme vous l'avez dit à l'instant, à la fin de l'ensemble des mandats, y compris dérogation. Donc ça veut dire que pour l'instant, je suis en congé, je suis sur Sarreguemines, j'ai déjà quelques propositions qui m'ont été faites, mais je n'en parlerai pas à cet instant. Dans le privé ou dans le public ? Dans les deux, effectivement, c'est un peu surprenant. J'aurais pu faire une carrière peut-être dans le privé, mais j'étais entièrement dans le public pendant 38 années de carrière, ce qui était une belle carrière de mon point de vue, parce qu'enrichissante au contact des soignants et des missions de service public qui, à mes yeux, sont essentielles. Donc on n'en saura pas tout de suite plus sur votre avenir, Peut-être mais plus en tard. tout cas, on vous souhaite une bonne continuation et puis merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui. Et comme vous êtes originaire de notre arrondissement, je sais que le sujet qui va suivre va forcément vous intéresser. On va s'intéresser aux plates, mais dans sa forme écrite. Et ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat.
Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, si vous avez l'habitude de les suivre, vous le savez déjà, la célèbre famille des cigognes de Sarralbe s'est agrandie. Tous les œufs ont enfin éclos et les 5 cigognos se portent à merveille. Les internautes sont nombreux à relever des scènes du quotidien comme la relève de la garde ou le moment du repas. Ces derniers jours, ils ont pu profiter du soleil, mais hier soir, ils ont passé leur première soirée arrosée et le reste de la journée ne s'annonce pas meilleur. Mais heureusement pour eux et pour nous, la fin de semaine s'annonce à nouveau plus ensoleillée. Demain, quelques nuages seront toujours présents, mais ils se dissipent progressivement et se feront plus discrets pour le reste de la journée. Côté température, les minimales iront de 7 à 9 degrés et les maximales de 21 à 22 degrés. Demain, nous fêtons les prudences et il fera jour de 6h05 à 20h58. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti, comment faire ? À l'agence Veolia de Sarreguemines, nous avons actuellement 3 apprentis qui ont été recrutés suite à des réponses sur des candidatures pour des postes en apprentissage et qui ont donc répondu à des entretiens d'embauche pour par la suite être recrutés au sein de l'entreprise. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie, comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Une vieille croyance dit que la différence entre un dialecte et une langue, c'est l'écriture. Pourtant, même si elle ne s'écrit pas, une langue reste une langue. On a longtemps cru que le plate ne s'écrivait pas, et pourtant, on n'a pas attendu qu'un comité scientifique se penche sur la question et écrive le francique. Catherine Henrich a mené son enquête. Depuis quand écrit-on en plate? Depuis l'ouverture de la médiathèque communautaire? Depuis que Marianas anime les ateliers d'écriture en plate? Depuis les débuts du festival Mireille de Plate? Ou depuis qu'Hélène Niklaus a édité son dictionnaire du plate? Alors, on s'en rend compte maintenant de plus en plus, justement, en reprenant les documents anciens. Le plate s'écrivait déjà autrefois, parce que tant qu'il n'y avait pas de langue officielle allemande, donc avant qu'il y ait la réforme luthérienne, et tout simplement, on écrivait le plate, puisque c'était la langue qui était utilisée dans le pays. Donc j'ai moi trouvé des documents dans les archives qui datent du XIVe, XVe siècle, où on écrivait tout simplement le plate. Alors c'est assez drôle, j'ai un ancêtre qui avait eu, dans son contrat de mariage, son père lui offrait « Zweitaler » et « un Treiki ». Et c'était écrit évidemment en plate, puisque c'était la langue qui était utilisée. Bien sûr, c'était pas l'allemand standard, hein, bien sûr. Le fameux dollar a donné le dollar, hein, justement. Vous voyez, donc oui, c'est une langue qui s'écrit depuis longtemps avant. Donc le plate s'écrit depuis des siècles, mais a été noyé par la standardisation de l'écriture allemande. Doit-on encore le rappeler, le plate est plus ancien que l'allemand. Si l'on a continué à parler plate, au fil du temps, on a oublié qu'il s'écrivait. Et lorsqu'on voulait l'écrire, on perdait au passage les spécificités de sa prononciation, car on utilisait la langue allemande. Et selon qu'on soit du Beecherland, de Sarreguemines, de Merlebach ou de Boulay, Meret net selber.
C'est pas seulement le fait d'écrire, il faut aussi se faire comprendre. Et c'est là que résidait la difficulté. Parce que est-ce qu'on écrit, est-ce qu'on lit en se fiant à ce qu'on connaît le mieux, en fait, c'est-à-dire la langue allemande? Mais ça pose quelques problèmes parce qu'on n'a pas les mêmes prononciations. Par exemple, das Fenster, das gibt Fenster. Le ST ne se prononce plus de la même manière. Donc, c'est un petit exemple tout bête où il fallait trouver une manière d'écrire où il y a encore une autre problématique. Par exemple, entre le pays de Bitche et Sarreguemines, on dit ich, mais à Sarreguemines, on dit ich. Nous n'avons pas ce CH chuinté. Partant de ce constat et avec le souci de la conservation de la langue et de ses variantes, un comité scientifique a travaillé sur une écriture permettant de mettre sur papier les variantes si riches de notre plate. On a trouvé des solutions, on a voulu que notre manière d'écrire s'applique à toutes les variantes de dialecte, que ça aille de Boulay, Thionville à celui qui avait chapeauté ça, le professeur Ridlet, jusqu'au sud de l'Alsace, qu'on puisse rendre d'une manière uniforme toutes les sonorités du dialecte. On ne saura jamais si Charlemagne, qui parlait plate, fêtait Weihnachten ou Weihnachten, mais aujourd'hui on est capable d'écrire tous les sons. Depuis 15 ans, un atelier d'écriture en plate permet de travailler sur la langue avec ses variantes. L'atelier permet de dresser des lexiques thématiques qui sont publiés chaque année au moment du festival Miré de Plate. Un travail de fourmi autour d'une langue bien vivante. On retrouve ainsi des voyelles avec différents accents ou trémas qui permettent d'avoir des sons intermédiaires, comme le A et le O, et lorsqu'elle est longue, elle est doublée. Ayo. Et puis la langue véhicule aussi une culture, c'est pourquoi il est important d'en garder une trace écrite. En ce moment, on travaille, on a trouvé un nouveau sujet parce qu'on change de sujet tous les ans. Hein. Et là, on a attaqué entre guillemets, des anecdotes, des personnages représentatifs de localités du coin. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens ont beaucoup de choses à nous raconter et fort intéressantes. L'atelier d'écriture en plate permet ainsi de conserver la mémoire phonétique du plate, mais aussi toute la culture locale qui y est rattachée. Si le plate ne se parle plus autant qu'avant, on l'écrit davantage pour ne jamais le perdre. Et le plate ne se perd pas non plus sur Mosaïque Cristal. On vous propose un vendredi par mois une émission intégralement en plate que vous pouvez revoir aussi sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Je vous laisse d'ailleurs y faire un tour et je vous retrouve demain pour une nouvelle émission en direct à midi. Très bonne journée à tous.